En quelques minutes, justement, je vais cibler cet exposé sur les kystes de la tibiofibulaire proximale, ce qui va bien aller avec les topos suivants là, sur les kystes du croisé antérieur et les kystes poplités. Donc, bon, ce topo doit beaucoup à Jean-Baptiste Courroy. On a eu quelques patients en commun sur cette pathologie. Donc, qu'est-ce qu'un kyste mucoïde? C'est un ganglion de cyste, hein, c'est une formation globulaire, peu synovialisée, qui vient de l'articulation, avec un tissu synovial qui est épaissi, qui est concentré. Le problème, c'est que ça a une tendance extensive et récidivante. La localisation est bien connue au niveau de la main, mais au niveau du membre inférieur et du genou, c'est aussi assez fréquent. Donc, comment se forme le kyste? C'est des charges mécaniques répétées sur cette articulation en particulier, tibiofibulaire proximale, qui augmente les pressions, qui fait une fuite capsulaire, qui va entraîner donc une expansion du liquide en dehors de l'articulation, comme on peut le voir là sur cette image, hein, avec la tibiofibulaire et le kyste latéral. Le tableau clinique, il est assez banal, ça peut être à tous les âges de la vie, prépondérance masculine et éventuellement sportive. Les symptômes assez classiques, c'est des gonalgies latérales isolées, donc qui sont assez fréquentes. C'est surtout évidemment la masse perçue, hein, le kyste que l'on sent, qui est fluctuant dans son volume, et il peut y avoir des déficits neurologiques, et ça c'est très intéressant, on va en parler. Il peut y avoir des formes asymptomatiques que l'on voit sur tous les IRM, qui sont des bilans classiques pour autre chose dans le genou et qui permettent de retrouver cela. L'examen clinique, il est le plus souvent normal. Normal au niveau du genou, normal au niveau de cette tibiofibulaire proximale, en dehors évidemment de la tuméfaction, comme on peut le voir sur ce genou, qui doit faire évoquer ce diagnostic et d'autres dont on reparlera. L'examen neurologique est primordial, testing musculaire, déficit, territoire sensitif, et puis le pseudo-tinel, hein, de percussion au col du péroné. Car l'expansion est souvent est extra-articulaire de ce kyste, soit intraosseuse, bon, ça se voit pas que sur l'imagerie, comme on le voit sur l'image en haut et à droite, hein, dans la fibula, la tête de la fibula, soit compartimentale, c'est-à-dire dans les loges musculaires, le long des aponevroses ou en intramusculaire, latéral ou antérieur. On le voit sur le scanner, enfin l'IRM, cette expansion en avant de la loge externe, ou sur cette série de coupes le long en intramusculaire, le long des fibulaires, mais surtout en intraneural. Donc ça entraîne les neuropathies le long des nerfs fibulaires, nerfs tibiales, nerfs sciatiques. Et donc ce mécanisme des neuropathies spécifique à cette pathologie a été bien étudié par Spinner. Ça peut faire une compression extrinsèque, bon on comprend, hein, il y a une boule autour du nerf qui va le coincer, mais surtout une extension intraneurale. Il y a un passage extra-articulaire donc par les branches nerveuses articulaires de façon rétrograde, c'est-à-dire le kyste va suivre le trajet des nerfs et va contaminer, s'infiltrer dans les nerfs, donc le nerf, la branche antérieure dans le nerf fibulaire commun, la branche postérieure le nerf tibial, et voir les deux avec le sciatique. On voit aussi sur ces images donc le schéma de Spinner avec le kyste qui va longer les rameaux nerveux, et sur cette IRM donc l'extension en arrière et en avant. Donc le diagnostic différentiel est important parce qu'il y a beaucoup plus d'autres pathologies de gonalgie externe, hein, surtout chez le sportif ou chez tout le monde. Donc il y a des douleurs externes très fréquemment dans la symptomatologie. Ça peut être lié surtout aux lésions méniscales, méniscales dégénératives, kyste méniscal externe. Donc on voit sur l'IRM donc ce kyste latéral qui est un kyste méniscal.
Sur l'image à côté, on voit un pincement fémoro-tibial externe, qui est dégénératif, kyste méniscal avec une vue arthroscopique. Ça peut être les tendinopathies du fascia latal, les syndromes de balayette, tendinopathie du biceps, les syndromes de loge antérolatérale, donc syndrome chronique. Il ne faut pas oublier les masses, les autres masses tumorales. Donc ça, il peut y avoir beaucoup d'autres diagnostics qui se présentent en général pas de la même façon, et l'imagerie est fondamentale là-dessus. Comme on voit un enchondrome sur cette IRM, un enchondrome de la tête du péroné sur cette IRM à droite, et à gauche, c'est un synovialosarcome qui ressemble éventuellement à un kyste méniscal ou un kyste tibiofibulaire proximal. Et évidemment, toutes les autres causes de neuropathie, des sciatiques, syndrome canalaire, un coincement du nerf ou autre. Le traitement, les formes asymptomatiques, c'est la surveillance, elle restera peut-être pas longtemps, donc c'est une découverte d'examen, il faut qu'on surveille qu'il n'y ait pas une extension, hein. Les formes symptomatiques, le traitement médical est classique, c'est la ponction évacuatrice avec en général injection de corticoïdes, d'hexatrione, qui soulage à chaque fois le patient, mais qui est trop souvent transitoire avec une récidive. Et évidemment la chirurgie, d'emblée, on va le revoir juste après, pour les formes déficitaires neurologiques, parce que il y a une neurolyse à faire, et bien sûr dans les récidives. Ce traitement chirurgical, il est simple dans les formes communes, c'est une excision simple du kyste, avec ligature du pertuis si possible, mais il y a des récidives fréquentes, c'est le problème de cette pathologie. Les kystes intra- et périneuraux, c'est l'excision du kyste en prolongeant la dissection jusqu'au rameau articulaire qu'il faut exciser et resséquer. Ça évite la récidive intraneurale, mais pas extraneurale, c'est-à-dire articulaire. Ça n'enlève pas la maladie articulaire. Et donc, ça amène à de la chirurgie beaucoup plus lourde, plus radicale, mais qui est nécessaire souvent en cas de récidive et parfois d'emblée. C'est l'arthrodèse, comme on voit sur cette radio simple en haut à gauche, donc la fixation par une vis de cette articulation avec une fusion articulaire. La fusion dans l'image juste à côté, à droite, n'est pas garantie. Il y a des pseudarthrodèses. C'est-à-dire que c'est pas facile à fusionner cette petite articulation, même avec un vissage correct, avec des grosses vis. Il peut y avoir un démontage, comme on voit, de la vis juste sur l'image en dessous, et il y a un retentissement sur la péronéotibiale inférieure, sur la tibiofibulaire distale, avec des douleurs dans certains mouvements de flexion de la cheville qui retentissent le long du segment de la fibula. Donc on a des techniques qui sont développées de sauver Kapandji du membre inférieur, qui est la résection d'une partie de la fibula avec l'arthrodèse, ce qui permet de libérer la continuité avec le bas, avec la cheville. Hein. Une opération de battu. On voit ici cette résection donc, de la fibula avec l'arthrodèse. Et parfois, encore, ça récidive s'il n'y a pas une résection complète. Donc c'est une excision, une résection arthroplastique beaucoup plus importante qui peut être la solution, voire des fibulectomies, comme on voit un exemple ici, qui est sévère dans ce cas-là. Voilà, donc en conclusion, déjà c'est la rareté de ces kystes, mais l'intérêt de les connaître parce que c'est une pathologie, enfin les douleurs externes du genou sont très fréquentes, hein, et il y a ce problème particulier de l'infiltration dans les nerfs qu'il faut connaître hein, sur la clinique et sur l'imagerie, et ce problème du traitement qui peut être simple a priori au départ, mais décevant et qui nécessite une chirurgie progressivement agressive. Je vous remercie.